Bonjour messieurs, dames, je suis content de vous accueillir pour ce 4e webinaire des ateliers de la relance de Scalen. Aujourd'hui, le thème sera la digitalisation dans l'entreprise et gagner en compétitivité. Ces sessions s'inscrivent dans un cadre des ateliers de la relance qu'a décidé de mettre en place l'agence Scalen pour accompagner les entreprises dans la situation économique que nous vivons aujourd'hui. Ces webinaires proviennent de différentes informations que nous avons recueillies auprès des entreprises et l'idée étant de les retranscrire auprès de ces entreprises afin de leur apporter une information pertinente pour qu'elles puissent essayer de se développer dans différents domaines. Donc aujourd'hui, nous verrons la partie digitalisation et pour cet honneur, pour ce webinaire, nous accueillerons Monsieur Fabien Costet, membre de Nancy Numérique et en même temps représentant de la société Adista. Nous accueillerons aussi Jean-Christophe Burneau, directeur de la société Computance et aussi membre de Nancy Numérique. Et enfin, nous accueillerons Monsieur Lionel Guibert, la société Eprolor, qui nous parlera d'un cas de figure réel qu'il a mis en place de sa société. Et je terminerai cette présentation par les aides qui seront mises à disposition de l'État et de la région pour vous aider à intégrer le numérique. Nous allons commencer en laissant la parole à Monsieur Costet pour la présentation du Nancy Numérique. Pardon. Eh bien, merci Bruno, bonjour à tous. Donc Fabien Costet, membre du conseil d'administration de Nancy Numérique. Alors, je souhaitais vous partager déjà une petite présentation rapide du cluster Nancy Numérique. Alors, on essaye de plus trop dire cluster aujourd'hui, ça fait peur à tout le monde. Donc, c'est un groupement d'entreprises, un écosystème de professionnels, on va dire. Donc, voilà, aujourd'hui, Nancy Numérique existe depuis une dizaine d'années sur Nancy et la métropole. C'est une association qui regroupe 104 membres, donc des grands comptes, des PME, des TPE, des professions libérales, des écoles, des universités. On ira un tout petit peu dans le détail ensuite. C'est un groupement d'entreprises qui est composé essentiellement de bénévoles. On a des moyens qui font que ce sont les entreprises, les chefs d'entreprise, les étudiants, les responsables de laboratoire qui travaillent entre eux sans être rémunérés. On organise donc des événements internes ou externes. On a fait beaucoup de rencontres sur les 5 dernières années. Voilà, le but, c'est de bien se connaître, de bien travailler ensemble et d'essayer de faire avancer nos métiers. Donc, si je reviens sur la composition, on va dire, du réseau, c'est une centaine de membres aujourd'hui dans le réseau avec des compétences classifiées. Alors, on a essayé de décrire par les compétences, on va y venir juste après. C'est donc des PME, comme je disais tout à l'heure, des écoles, des indépendants, des étudiants. Tous ces gens-là, ils font quoi? Ils analysent les besoins numériques. C'est ce que vous allez rencontrer, vous, quand vous avez envie de transformer digitalement votre entreprise. On crée des outils, on a des gens qui testent et qui poussent des technologies innovantes. Donc, on va plutôt là pousser des choses très innovantes et très nouvelles. Donc, on va faire des essais, des tests. On utilise des outils, des technologies qu'on appelle digitales tous les jours. On partage des idées aussi sur ces nouvelles technos, mais aussi sur la façon dont on va s'en servir. Donc là, un peu plus philosophique et sociologique. Et puis, on forme des gens. Donc, tous ces gens-là, nous, pour le premier confinement qu'on a tous vécu au mois de mars, on a eu la même question entre nous, cette transformation numérique ou digitale de nos entreprises, parce que nous aussi, on a eu besoin peut-être d'améliorer les choses. On s'est posé des questions. Et quand on fait du numérique, on a 3 étapes, on va dire, quand on se pose cette question-là de digitalisation de l'entreprise. Un, c'est comprendre et rédiger ce qu'on appelle des spécifications dans nos métiers numériques. Donc ça, JC vous en parlera. JC, c'est Jean-Christophe Burneau de la société Computance. Il vous en parlera bien tout à l'heure parce que c'est son métier. Il faut bien comprendre les besoins et les rédiger. Ensuite, une fois qu'on a bien écrit ça, c'est pas très long, mais il faut le faire sérieusement. On va concevoir un outil et le prototyper. Alors pourquoi le prototyper? Parce que comme on utilise les nouvelles technos, il faut tester parce que ça marche pas du premier coup très bien. Vous avez sans doute dû le vivre aussi dans vos entreprises. Parfois, il faut faire des tests. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un POC, le Proof of Concept. Et ensuite, il faut le confronter au marché et puis l'optimiser. Nous, dans la transformation
dire, numérique. Je prendrai un exemple parce qu'on l'a vécu lors du premier confinement où on a dû donc tous ne plus se voir pendant un certain moment. On s'est dit, voilà, les membres de Nancy Numérique, comment on va mieux faire connaître les compétences des membres de Nancy Numérique pour pouvoir aider les entreprises du territoire. Donc ça, c'est la question qu'on s'est posée. Et donc, on a demandé à JC de nous faire justement, de rédiger un peu les spécifications, ce dont on avait besoin. Ensuite, on a fait un POC. Donc c'est le truc que vous voyez au milieu, là, je vais vous le montrer rapidement. C'est un tout petit outil qui nous permet d'aller regarder les compétences des membres pour pouvoir les partager ensuite à d'autres structures. Donc on a fait ce qu'on appelle une cartographie des compétences des professionnels du numérique de la métropole du Grand Nancy. Donc sur les 104 membres qui appartiennent, qui sont dans Nancy Numérique, on a essayé de décrire le plus simplement du monde quelles étaient les compétences des uns et des autres. Et le but, c'est d'aider les entreprises à se digitaliser en leur fournissant ces compétences. Donc là, si je clique sur l'outil, là je vais le faire et je vais aller me diriger directement sur un outil en ligne, le voici. Un petit peu de latence parce qu'on est en direct sur Internet. Voilà, donc si on arrive dans cet outil qu'on va partager à l'ensemble des entreprises du territoire, eh ben, je peux aller me balader ici dans ce qu'on appelle des familles de compétences. Donc par exemple, là je vais aller dans le développement informatique. Donc, vous voyez, ça c'est un outil qui est ultra simple et c'est une proof of concept. Donc demain, il sera sans doute un peu plus joli, il sera un peu plus étoffé, mais l'idée c'était de prouver que notre idée était la bonne. Et ensuite, on va pouvoir la développer. C'est comme ça qu'on fonctionne, en tout cas, nous, pour développer un outil qui va être utile et utilisable. Donc là, je vais aller prendre par exemple l'analyse, la structure des données ou de big data, et puis je vais trouver des entreprises, des membres de Nancy Numérique. Ils seront donc accessibles en cliquant ensuite pour faire des mises en contact. Voilà, ce type d'outils que l'on peut faire et que l'on a fait qui permettent de comprendre à quoi sert ce réseau Nancy Numérique. Donc voilà, pour ça, je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Je veux vraiment partir, oui, tout à fait. Donc voilà pour la présentation du réseau. Donc aujourd'hui, la Scalene peut faire la liaison entre ou un autre outil de développement économique peut faire la liaison entre vous, entreprise qui avez des besoins pour transformer votre entreprise, et puis des gens comme nous qui savons faire, former, rédiger et puis produire les outils qui vont vous permettre demain d'être plus efficace. Je parlerai de quelques exemples à la fin de cette présentation, de ce webinaire, en tant que, puisque je suis moi membre de Nancy Numérique au titre d'Adista, qui est un opérateur et une entreprise qui est assez connue sur la métropole du Grand Nancy. Voilà Bruno, pour ma part, j'ai fini sur ce sujet. Si tu veux. Merci Fabien. Je vais laisser la parole maintenant à Jean-Christophe Burneau en attendant que les questions arrivent. Et on reposera peut-être les questions en fin de webinaire. Donc, Monsieur Burneau qui va nous présenter rapidement l'intérêt de se numériser. Bonjour à tous. Alors, je tente l'exercice délicat de partager mon écran tout en prenant la parole, ce qui devrait commencer à fonctionner. Merci déjà à Scalene de me recevoir, de m'accueillir. Merci à Fabien pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Et pour ma part, j'ai un écho terrible. Je vais essayer d'y survivre. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous raconter la petite histoire de la transformation numérique, en sachant que la transformation numérique est en fait une grande histoire. Pour ma part, je m'appelle donc Jean-Christophe Burneau. Fabien m'a très bien présenté. Je suis architecte du numérique, c'est-à-dire que je conçois les systèmes d'information des entreprises. Donc, je rédige des spécifications, par exemple. C'est pas exactement sous ce plan-là que je vais vous faire ma présentation. Je vais plutôt me présenter comme un informaticien qui pense que les chefs d'entreprise ne devraient pas avoir levé le capot, ne devraient pas avoir à lever le capot du numérique, des technologies, pour comprendre et faire avancer leur informatique. Donc, moi, je vais vous faire une présentation en tant qu'informaticien, où je vais essayer de ne pas mettre un seul gros mot que vous n'allez pas comprendre. Je vais donc essayer de vous présenter votre transformation numérique dans le cadre de votre entreprise avec, je l'espère, votre vocabulaire. On va commencer par reprendre une définition. L'informatique, c'est la science du traitement de l'information. Ce que ça a d'important,
c'est le mot information. L'informatique, c'est pas technologie, l'informatique, c'est pas octet. L'informatique, c'est délivrer la bonne information à la bonne personne au moment adéquat. Et on va essayer de garder ça en mémoire tout le long de ma présentation parce que, en fait, ça va être l'objectif ultime qu'on veut atteindre. Que chaque personne obtienne la donnée dont elle a besoin à l'instant où elle en a besoin, pas avant, pas après. Et dans cette phrase, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est, je dis, la personne, la bonne personne. Un système d'information, c'est pas de l'informatique. Un système d'information, c'est d'abord des hommes à qui on va délivrer des données. Et ça va être tout le sujet de la transformation numérique. La transformation numérique, j'ai trouvé une définition qui est assez extrémiste, assez radicale, et qui, pour autant, va bien au bout de la démarche. Ça consiste à intégrer pleinement, alors déjà c'est super important, intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble des activités. Ça veut dire que quand vous avez fini votre transformation numérique, tous vos métiers, toutes vos fonctions support, tout le monde est digitalisé, numérisé. D'accord? Dans l'ensemble des activités, c'est-à-dire qu'on va transformer, numériser la totalité de l'entreprise. Quand on parle de digitalisation, numérisation, informatique, technologie, de quoi on parle exactement? Alors, ça part dans tous les sens. Et sur ce transparent, sur cette diapositive, il y aurait moyen de passer des heures, des jours. J'ai mis quelques points auxquels j'ai pensé. Il y en a tellement d'autres à côté. En gros, la technologie aujourd'hui, en 2020-2021, pour commencer, et on en est tous témoins là en cet instant, c'est du temps réel. Là, je vous parle, vous m'entendez. Il y a un petit peu de latence, mais c'est minime. Et ça on le sait tous depuis quelques mois, depuis cette fameuse crise sanitaire qui nous perturbe, c'est le numérique, c'est la possibilité de travailler en distanciel. Je ne reviens donc pas sur le télétravail, la mobilité, tout ça, je pense que maintenant tout le monde, chacun d'entre vous connaît. Le numérique, c'est la possibilité pour toutes les personnes du monde, quasiment, en tout cas théoriquement, il y a encore des inégalités, mais c'est la possibilité de se mettre en réseau, donc de communiquer avec l'ensemble des personnes, je vais dire, du monde. Et mieux que ça, on sait communiquer entre personnes, mais on sait aussi communiquer avec des objets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique nous permet de faire des réseaux où les ordinateurs, les machines-outils, tout va communiquer ensemble. Et fort heureusement, le numérique nous met à notre disposition également, en même temps, la possibilité de stocker, de gérer, de manipuler un volume infini, je mets des guillemets, mais enfin tellement monstrueux qu'on peut le considérer comme infini, un volume d'informations énorme qu'on va pouvoir manipuler, qu'on va pouvoir traiter, donc qu'on va pouvoir acquérir. Et en face de ce volume d'informations, le numérique met à notre disposition des capacités de traitement, j'ai mis inédites, c'est-à-dire qu'en fait, elles évoluent tellement vite tous les jours que demain, on sera capable d'inventer des nouvelles choses à partir des informations qui sont disponibles. Dans ce contexte, on peut se demander, donc là j'ai un peu balayé ce que peuvent être les technologies. J'en ai oublié, hein, j'ai pas mis la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Il y a plein d'autres choses et il en sort tous les ans et c'est une permanente course à la fonctionnalité. Mais quel est l'intérêt de tout ça pour une entreprise du bassin, de la métropole? À quoi ça va servir d'avoir des intelligences artificielles qui vont manipuler des milliards d'octets de données? À quoi ça va servir tout ça? Alors, c'est pas un thème que je vais déployer aujourd'hui, que je vais développer aujourd'hui, parce que j'ai une chronique sur le sujet, que là encore, je pourrais vous tenir 2 heures, vous raconter plein d'histoires super intéressantes, super rigolotes, et toujours pour le bénéfice de l'entreprise. Donc, je vais juste en balayer quelques-uns comme ça. Le fait de centraliser l'information, par exemple, de créer des référentiels de données, ça a une valeur énorme pour l'entreprise. Le fait de connecter, de collaborer, je pense que ce ne sera plus une surprise pour personne. Le fait de documenter, le numérique permet de documenter d'une façon extrêmement efficace. Et en documentant votre entreprise, vous valorisez votre entreprise. En documentant vos process, vous
vous augmentez la valeur de votre entreprise. Donc, il y a énormément de bénéfices qui sont immédiats. Et quand je dis immédiats, nous verrons tout à l'heure que M. Guibert nous présentera un exemple de bénéfices immédiats d'une partie de la numérisation. Donc, je ne m'étends pas là-dessus. Ce qui est important en synthèse de ces deux premiers transparents, slides, c'est le fait que on a le numérique qui sait faire plein de choses. On sait qu'un système d'information, c'est du numérique et des hommes. Et là, tout d'un coup, moi, je viens vous dire, mais en fait, la transformation numérique, c'est une transformation de l'entreprise avant tout. Et la suite de mon sujet va consister à vous présenter comment on va transformer l'entreprise pour intégrer le numérique pleinement et dans toutes les parties de l'entreprise. On se rend bien compte tous que le numérique, les technologies, ont fait changer les usages. On fait changer les usages particuliers, personnels. On fait changer les usages sociaux, comportementaux. Il y a des évolutions sociétales. Notre société évolue grâce au numérique, à cause du numérique. On pourra en discuter. Il y a des métiers qui évoluent grâce ou à cause du numérique. Et je vais vous raconter une anecdote toute simple. Au CHRU de Nancy, il y a une grosse dizaine de laboratoires de biologie médicale. Et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois, ils ont monté une plateforme technique automatisée. Une plateforme technique automatisée, ça veut dire que les labos sont remplacés par des robots. Et quand je vous dis des robots, c'est vraiment des tubes qui défilent sur des rails, etc. Donc c'est automatisé. Et le métier de technicien de laboratoire, aujourd'hui, ne consiste plus à pipeter du sang, faire des échantillons, des choses comme ça. Ça consiste à mettre des réactifs dans des automates. Le métier de technicien de laboratoire a évolué. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent tous les jours, d'anciens métiers qui disparaissent. Il n'y a plus beaucoup de maréchaux ferrants, par exemple. Et j'en viens à l'entreprise. Autour de cette transformation des mœurs, des usages, des comportements, autour des transformations des relations, il va être obligatoire de faire évoluer la culture d'entreprise. Et ça va être ça, la transformation numérique, ça va consister à adapter l'entreprise à une culture numérisée, digitalisée. Il faut comprendre que ça, on va le faire à la fois en interne, avec toutes nos équipes, tous nos salariés, tous nos experts, tous nos ouvriers, tous nos opérateurs. On va digitaliser notre entreprise, mais on ne va pas faire que en interne. On va surtout digitaliser notre écosystème. L'intérêt du numérique, c'est, je vais pas changer de slide un petit peu tôt, l'intérêt du numérique, c'est que ça va permettre à vos fournisseurs, vos clients, vos prestataires, vos partenaires de partager de l'information, partager des données. Je vais revenir un tout petit peu plus tard dans l'histoire, mais il est très important de se situer tout de suite dans un cadre où on ne parle plus de l'intérieur de l'entreprise. On parle de l'entreprise dans son écosystème. Pour en arriver là, je vais vous présenter la transformation numérique sous la forme un petit peu d'un récit, d'une odyssée, d'une histoire. Alors, c'est pas une idée à moi, j'ai piqué le truc sur, je pourrais donner les sources à la sortie. Là, c'est juste le sommaire. Cette histoire, elle commence comment, en fait? Et à un moment, il faut avoir un déclic. On ne démarre pas la transformation numérique juste parce qu'on a levé une aide ou juste parce qu'on a un PC qui est tombé en panne. Il y a un moment, il faut avoir un déclic. Le déclic de, justement, vouloir remettre en cause, remettre à plat la culture de l'entreprise. Mais c'est quoi l'entreprise aujourd'hui? C'est quoi mon entreprise? Quelle est la place existante du numérique dans mon entreprise? Quel est l'existant métier? Alors quand je dis métier, je parle métier de production, mais je parle aussi le métier RH. Toutes les fonctions de l'entreprise ont des caractéristiques, ont des savoir-faire. Et ces savoir-faire-là, il faut les redécouvrir, et il faut les redécouvrir, en faire un état des lieux avec les numériciens. Alors j'appelle les numériciens, ce qu'on appelait avant les informaticiens, c'est les gens qui lèvent le capot, qui savent régler les cylindres, les culbuteurs et tout ça. Là, le déclic de la démarche, c'est j'ai un métier, est-ce que je le fais bien et est-ce que j'utilise bien le numérique pour le faire? En général, quand on commence comme ça, on va pas le faire, on peut le faire dans toute entreprise où on commence sur un secteur de l'entreprise et quand on commence à mettre les travailleurs, les vrais gens qui exploitent les vraies choses dans la vraie vie,
ils vont finir par vous dire, ouais, mais alors il y a ça qui va pas, ce serait mieux si c'était comme ça, la fiche en papier, là, ce serait mieux si on la rangeait là plutôt que là, si elle était écrit plus gros. Et on va découvrir des points d'amélioration immédiats. Et alors, je reviens sur ce que j'ai mis en caractère gras, on va découvrir des points d'amélioration immédiats entre les métiers et les informaticiens et l'IT. Ce qui est très important dans cette étape, dans ce déclic, c'est qu'on se dise, on peut améliorer des choses en termes de métier. On fait des ateliers avec nos opérateurs et on peut découvrir qu'on peut améliorer des choses et on peut découvrir ce que le numérique peut faire pour améliorer ces choses. Ça, on fait un premier état des lieux pour comprendre à peu près de quoi on part. Et quand on a le déclic, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est de tester. On ne va pas tout de suite faire un plan d'action sur 5 ans, lever 2 millions d'euros. Déjà, ça va faire peur, ça va faire partir tout le monde. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le plus gros irritant, le plus gros caillou dans la chaussure, et on va prendre nos numériciens sous le bras, et on va se mettre en position où les informaticiens et les métiers vont travailler ensemble pour changer quelque chose, pour faire évoluer quelque chose. Et ce qui est important dans cette toute première étape, où on va démontrer qu'on sait faire, ce qui est important, c'est de se mettre en ordre de marche pour entamer le changement. Parce que là, ce qu'on veut faire, c'est pas juste mettre un logiciel à un endroit du système d'information. Ce qu'on veut faire, c'est pas des informaticiens qui proposent une solution. Là, ce qu'on veut faire, c'est l'ensemble de l'entreprise ou un sous-ensemble de l'entreprise met en place des conditions qui vont permettre de changer et d'évoluer ensuite. On démarre sur un petit projet. On démarre en mode projet, c'est très important. On se met toujours en mode projet. On a un projet, on a de la conduite de projet, on a des jalons, on a un objectif. Et ce projet, on en fait ce que j'appelle un quick win. On le gagne rapidement. On fait un petit truc pour démarrer, pour faire travailler des gens ensemble qui n'aiment pas trop travailler ensemble. Ça va piquer, ça va gratter, ça va râler. Et on essaye de réussir un petit projet, un premier petit projet. Alors, vous allez me dire, oui, et si on échoue? Si on échoue, on fait comme font toutes les startups, on se relève et on recommence. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'échec, c'est d'échouer vite. On ne va pas essayer pendant 6 mois de changer la fiche papier d'emplacement ou des choses comme ça. On va essayer, si ça ne fait pas comme ça devait faire, on recommence. On remet tout le monde autour de la table et on se demande pourquoi ça n'a pas fait comme ça devait faire et comment on veut que ça fasse maintenant qu'on a commencé à apprendre à changer. À partir de là, on a les bases pour commencer à réfléchir plus grand. On sait, on a pris l'habitude, on prend l'habitude, on travaille sur le changement qui intègre à la fois les gens qui connaissent le numérique, les numériciens, les informaticiens, l'IT, la DSI, la direction des systèmes d'information. On a appris à tous ces gens-là à travailler ensemble avec les métiers. Et très important, on a la direction générale. C'est-à-dire que là, on a les 3 pôles de l'entreprise, le numérique, les métiers, donc les travailleurs. Une fois encore, je ne parle pas que de la production, que des processus métiers. Les achats sont un métier. Donc, on a l'ADG, on a les métiers, on a les numériciens. Et là, on commence à les mettre autour d'une table et on commence à se raconter la longue histoire, la suite de l'histoire, les 3, 4, 5 prochaines années. Et on se fixe un objectif. L'objectif, il est très clair. C'est on intègre complètement le numérique dans toute l'entreprise. Voilà, ça c'est l'objectif. Comment est-ce qu'on y va? On peut décider par exemple de démarrer par la compta, les RH. On peut décider de faire des zones. On peut considérer, le mot urbanisation que j'ai mis ici, ça doit être le mot le plus technique de ma présentation. Ça consiste à regarder l'entreprise comme une ville, avec ses quartiers, donc le quartier RH, le quartier compta, le quartier logistique, et ensuite, à aller travailler quartier par quartier. Donc, on va pouvoir numériser les achats, par exemple, ou intégrer le digital dans les achats. Ça va nous donner une feuille de route à l'intérieur du quartier des achats. Et cette feuille de route, elle va s'inscrire à l'intérieur de la feuille de route globale. Et l'un des mots-clés de cette urbanisation, c'est le fait qu'on va faire émerger des référentiels de l'entreprise, des référentiels des données de l'entreprise. Je donne un exemple rapide. Les achats ont besoin de manipuler des produits. Donc les produits, c'est des données que manipulent les achats. OK, pour l'instant, ça ne concerne que les achats. La production a besoin de manipuler des salariés. Bon, on a des salariés.
Ah oui, mais les RH manipulent aussi des salariés. Est-ce que ce ne seraient pas les mêmes? Si, c'est les mêmes. Donc tout de suite, on a la notion de salarié qui va se dégager des deux quartiers RH et production pour devenir un référentiel sur les données des salariés. On aura peut-être, probablement, un référentiel sur les données des produits. Et des référentiels de données comme ça qui vont servir de socle à la numérisation, aux différentes étapes de numérisation qu'on va construire dessus. Un point qui est très important dans l'histoire, dans la feuille de route, c'est qu'on ne trace pas juste un trait, on dit je viens de là, je vais là-bas, je mets une flèche et ça va super bien le faire. Non, il n'y a aucune raison que ça le fasse super bien. Et au contraire, il y a plein de choses qui vont évoluer entre maintenant et dans 5 ans. Moi-même, j'ai aucune idée des technologies qui seront disponibles. Il faudra certainement en permanence être en train d'adapter la feuille de route, être en train de la faire évoluer. Et pour ça, il va falloir être en permanence en train de faire des arbitrages. Alors des arbitrages à tous les niveaux. L'arbitrage, je commence à numériser les achats, on me demande des choses, est-ce que je les fais maintenant? Est-ce qu'elles sont conformes à la feuille de route globale? Donc, on a en permanence des arbitrages à réaliser, et pour faire ça, on a besoin d'une gouvernance de la transformation numérique. Une gouvernance, ça veut dire des gens qui sont désignés pour réaliser ces arbitrages, des gens qui sont désignés venant de la DG. Alors, ce n'est pas que la direction, c'est la direction et les informaticiens et les métiers. C'est une gouvernance à 3 têtes qui vont avoir pour mission d'assurer l'avancement de la feuille de route et de faire rentrer les différents projets successivement. Parce que je ne sais plus où j'avais écrit ça, mais on va se mettre en mode projet successif. Et on va réaliser les projets successivement dans le cadre de la feuille de route. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie écosystème. Votre transformation numérique, vous n'allez pas pouvoir la faire tout seul. C'est impossible à 3 titres. Alors, je commence par le 3e titre. Il va vous falloir un écosystème IT, un écosystème de technologues, de numériciens, d'informaticiens, de gens qui savent lever le capot. Bon voilà, ça c'est, vous avez ma carte de visite, vous avez plein de gens autour de vous qui savent faire, vous avez Nancy Numérique qui met à votre disposition toutes les compétences dont vous avez besoin. Donc ça, c'est l'écosystème IT. Vous avez besoin d'un écosystème d'accompagnement au changement, c'est-à-dire que j'ai très clairement exprimé le fait que votre transformation numérique va consister en un changement majeur et permanent de votre entreprise en direction d'une cible. Ce changement, alors il y a évidemment l'accompagnement interne, l'accompagnement par la direction, l'accompagnement par les numériciens, mais il y a besoin nécessairement d'un accompagnement par des professionnels de l'accompagnement. Pour ma part, je me suis associé avec une psychologue qui m'accompagne, qui m'aide dans cette démarche d'accompagnement des équipes pour que jamais personne ne soit oublié et que tout le monde soit toujours inclus à l'intérieur de la démarche de transformation numérique. Et le 3e point d'écosystème dont il faut tenir compte, je vous l'ai un petit peu exprimé tout à l'heure, ce qui va faire la valeur de votre transformation numérique, ce n'est pas le fait que vous allez avoir vos propres données, votre référentiel de données, vos propres traitements, etc. Parce que là, en gros, vous aviez une entreprise, vous l'avez numérisée, vous avez une entreprise numérisée. Non, ce qui va faire la valeur de votre transformation numérique, c'est le fait que vous allez viser à vous connecter à tout votre écosystème. Et à vous connecter, quand je dis vous, c'est connecter votre système d'information à tout votre écosystème. Je vous raconte une petite histoire rapide. En général, il y a des matières qui arrivent par des transporteurs ou qui repartent par des transporteurs. Moi, j'aimerais bien que mon système d'information, si je suis dans ce cas-là, que mon système d'information soit capable de me dire « Tu feras attention, il y a des gilets jaunes au rond-point des 4 chemins, donc a priori, le camion il va avoir du retard, donc on ne va pas pouvoir faire la commande demain, il faudrait prévoir une date de livraison après-demain. » Ah oui, mais après-demain, il y a grève SNCF, il va y avoir des bouchons, et il va pleuvoir, et si vous voulez, là, je viens de me connecter à quoi? Je viens de me connecter à un petit peu d'un système d'information qui me délivre de l'information sociale, je viens de me connecter à un système d'information qui me délivre de l'information routière, je viens de me connecter à un système d'information qui me donne la météo, et en fonction de tous ces critères-là, mon système d'information va être capable de générer de la valeur, de prévenir le client plus tôt, ou d'aller chercher les matières plus tôt, enfin d'apporter des améliorations, d'apporter une nouvelle plus-value. Et pour ça, eh bien, il ne faut pas le faire à l'intérieur de l'entreprise uniquement. Il faut penser sa transformation numérique dans une idée d'aller chercher de l'information
vers les autres et de délivrer de l'information aux autres. Moi, quand je commande sur un site d'e-commerce, à la seconde où le livreur a posé l'objet dans ma boîte aux lettres, j'ai un mail qui me dit « Votre objet est livré » et j'ai plus qu'à descendre à ma boîte aux lettres. Est-ce que c'est le cas chez vous? Si ça ne l'est pas, pourquoi? Parce que pourquoi n'êtes-vous pas connecté à votre transporteur qui délivrerait à votre système d'information la capacité à informer votre propre client, etc., etc. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Je ne sais absolument plus où j'en suis dans mes slides, donc je vais passer au suivant. Lever les freins. Effectivement, bon, bah là, je reprends un petit peu quelque chose que j'ai commencé déjà à dire, donc je vais passer assez rapidement. Ça doit être un travail à 3 têtes, nécessairement. La direction générale, parce que c'est la direction générale. Hein. Les métiers, parce que c'est eux qui savent. C'est eux qui savent de quoi ils ont besoin. C'est eux qui savent ce qui les irrite. C'est eux qui savent comment ils pourraient faire mieux. Eux, ils savent comment ils pourraient faire mieux. Eux, ils savent comment ils ont envie de faire mieux. Et plus ça va aller, et plus ils vont découvrir ce que le numérique peut leur apporter, et plus ils vont avoir des nouvelles idées pour faire encore mieux. Et évidemment les informaticiens. Mais une fois encore, je le redis, c'est super important. Vous prenez pas un informaticien pour le lâcher dans une équipe métier en lui disant « Tiens, gros, écris-moi un logiciel, fais-moi des spécifications. » Non, 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 non. C'est les métiers qui vont expliquer à l'informaticien ce qu'est leur métier, ce qu'il doit en comprendre, quelles données il doit en extraire, quels sont les processus, les traitements qu'il va devoir traiter. De façon à ce que l'informaticien, lui, il se charge de construire le moteur qui va bien en dessous. Mais l'informaticien n'est plus le prestataire de ces gens. L'informaticien est une partie prenante de la transformation numérique. Pour le reste, bon, évidemment, humain, valeur, bon sens, pragmatisme, c'est facile à écrire, hein, c'est une ligne comme ça fait un peu blabla, tarte à la crème. Mais n'empêche que pour un informaticien, il y a une grosse marche à descendre pour se remettre au niveau des vrais gens qui travaillent pour de vrai et pas que avec l'informatique. Et tout ça, donc, ça va déboucher sur des nouvelles pratiques d'entreprise. J'ai déjà parlé de l'accompagnement au changement, j'y reviens pas. L'objectif de tout ça, l'objectif à terme, c'est-à-dire quand vous êtes au bout de votre trajectoire, vous allez viser quoi? Vous allez viser que la donnée que vous allez collecter, générer, enregistrer, traiter, vous allez viser qu'elle transforme votre métier. Si hier, vous faisiez des boîtes carrées, peut-être que demain, vous ferez autre chose et dans une autre forme, parce que vous vous en serez donné la possibilité, la capacité, parce que ça aura été une évolution logique ou pas logique, mais une évolution possible, devenue possible. Et la donnée est un outil extrêmement puissant pour faire évoluer les choses, parce que la donnée, on peut la traiter, on peut l'analyser, on peut la relire, on peut la rejouer, je vous donne un exemple où la donnée, le volume de données et la capacité de traitement peuvent complètement changer les choses. Decathlon vient d'inventer une fourche de vélo. Ils l'ont inventée, ils l'ont pas conçue à l'ancienne en disant je veux faire une fourche de vélo et je veux qu'elle soit comme ci, comme ça. Ils ont utilisé une méthode de conception générative, alors je ne vous en dirai pas beaucoup plus pour être honnête, hein, mais cette méthode de conception générative leur permet de n'exposer que les résultats attendus, que les attendus de l'objet, et de générer tous les objets possibles qui pourraient correspondre et ensuite de filtrer pour arriver à l'objet final qu'on va faire. Et on se doute bien qu'en inversant complètement le processus de conception, on va probablement pas arriver au même objet. Et ça, c'est la donnée qui permet de faire ça. C'est le fait d'être en capacité de traiter d'énormes volumes de données en très peu de temps. Il y a évidemment, dans la réussite de votre entreprise, le fait qu'il va y avoir un nouveau collectif. Hier, il y avait le collectif Machine à Café, qui marchait comme il fonctionnait, mais qui marchait bien, qu'on regrette aujourd'hui, maintenant qu'on ne l'a plus. Demain, il y aura un nouveau collectif d'entreprise qui va être global, qui va être à l'échelle de l'entreprise, qui va être facilité par le numérique. On voit bien aujourd'hui que je suis en train de parler à des gens qui sont potentiellement dans toute la France. On va pouvoir échanger tout à l'heure. C'est déjà un collectif qui est différent de celui qui existait il y a 2-3 ans, dont on avait l'habitude du moins. Je l'ai exprimé un petit peu, la valeur de l'entreprise va augmenter nécessairement. Si vous faites mieux des choses, mieux, plus facilement, etc., la valeur de votre entreprise va augmenter et donc la croissance de votre entreprise va accélérer. Et j'aimerais vous mettre le mot fin sur l'histoire, mais en fait, ce succès, parce que là c'est un happy end, hein, on est bien d'accord, vous êtes arrivé au bout, vous avez tout ça. Ce succès, pendant toute l'histoire, il va être jalonné de complexité, on peut le dire comme ça, de contraintes, de difficultés parfois. La première chose qu'il faudra absolument jamais oublier dès le début de votre réflexion, c'est les contraintes réglementaires.
on va penser tout de suite RGPD, je ne peux pas ne pas le mentionner, mais il y en a plein d'autres qui pourraient porter par exemple sur de la donnée de santé, ou il y a plein de réglementations qui sont applicables à plein de domaines dès lors qu'on manipule de la donnée. Donc on se renseigne tout de suite sur les contraintes applicables, opposables. Une de ces contraintes qui peut être issue du RGPD, mais qui peut être issue du simple bon sens, c'est la cybersécurité. Alors, c'est une évidence, dès que vous ouvrez la bouche pour dire le mot informatique, quelqu'un va vous répondre cybersécurité. Bon, vous noterez que je le mets dans mon dernier slide. C'est tout à fait volontaire, parce que c'est un frein majeur, c'est un coût majeur, c'est un risque majeur, mais on ne peut pas l'oublier. Dès le début, on ne peut pas faire fi de la cybersécurité, des bonnes pratiques. Il faut, dès le début, mettre en place tout l'environnement qui permettra de garantir la protection des données. De santé ou pas, personnelles ou pas, hein, soyons bien d'accord, les données de l'entreprise sont des données aussi précieuses que les données personnelles. Il y a un point sur lequel je voudrais insister et qui est un thème qui n'est pas encore très abordé actuellement, qui est le coût environnemental des technologies. Il faut absolument prendre ça en compte. L'IT coûte en coût carbone, l'IT coûte à l'environnement et il commence à y avoir des bonnes pratiques qui commencent à être diffusées, qui commencent à être connues et qui doivent être prises en compte dès le début de la démarche de transformation numérique. Et puis, bon, j'y reviens, le respect de la vie privée, je parle de l'éthique. Alors, je ne parle pas que du RGPD. Le respect de la vie privée, c'est le droit à la coupure. Je sais, j'ai plus le terme exact en tête. C'est-à-dire que vos salariés, c'est pas parce qu'ils sont en télétravail qu'ils doivent télétravailler 12 heures par jour. Et toutes ces contraintes propres au respect de la personne doivent venir en premier. Si vous reprenez le déroulé de ma présentation, toutes ces contraintes-là doivent venir en premier, c'est-à-dire que la personne doit revenir au cœur de votre transformation numérique. J'en ai fini, je vous remercie et je rends la main à Bruno. Merci à tous. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct en utilisant l'outil conversation. Bruno, micro. Bruno, micro. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil conversation pour poser vos questions en direct. Je remercie M. Burneau de cette intervention et je suis désolé d'avoir parlé sans le micro. La prochaine fois, j'éviterai. Maintenant, on va essayer de passer à un cas de figure réel, notamment avec la société Eprolor et M. Guibert, qui va nous répondre aux questions suivantes. Quels étaient les déclics qu'il a eus, quels étaient les côtés irritants qu'il a eus et quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer. À vous, M. Guibert. Tout à fait, M. Bracard. Un peu plus de pragmatisme, on va dire. Je me présente, Lionel Guibert, dirigeant de la société Eprolor. 37 personnes, on a 42 ans d'existence, 2,7 millions de chiffre d'affaires pour recadrer l'entreprise. Et nous sommes spécialisés dans l'application des peintures en poudre, essentiellement donc tout sur les métaux. Donc beaucoup pour éclairage public, mobilier urbain, bâtiment, tout ce qui est structure métallique, charpente. On ne fabrique rien, nous sommes prestataires de services. Les clients nous amènent leur matériel, on les traite, on leur redonne. Alors, quel a été le déclic? Nous, on vient de loin, parce que l'entreprise a été créée en 1979. Beaucoup de papier, on a additionné énormément de papier pour communiquer. Alors, le papier, pourquoi? Tout ce qui est proposition commerciale, devis. Derrière, une proposition commerciale, on la transforme en ordre de fabrication pour l'intégrer dans nos ateliers, en ordonnance et on planifie. Et ensuite, on crée un bon de livraison quand le matériel part, et ensuite une facture. Côté fournisseur aussi, on peut avoir de la demande de prix et une passation de commande. Donc tout ça, c'est deux documents qui n'étaient pas rattachés les uns aux autres et il y avait beaucoup de redondance à recopier des données qui étaient déjà saisies dans des petits outils. Ça pouvait être des fichiers Excel ou un petit outil informatique, mais vraiment très léger. Donc énormément de documents et des documents qui vont dans l'atelier puisqu'on a des ordres de fabrication avec des documentations techniques. Donc on avait du papier qui allait à l'atelier qu'il fallait récupérer. Donc, imaginez, on a environ 1200 commandes par mois. Imaginez le papier que ça pouvait générer. Donc en 2013-2014, je me suis posé la question de savoir comment on pourrait
améliorer ça, mais c'est compliqué parce qu'on se dit qu'un logiciel, alors les logiciels, ben, on connaît pas. On connaît SAP, des gros logiciels, SAP, Sage, CJPME, PMI, je suis allé voir dans des entreprises, diverses entreprises qui l'utilisaient, mais c'était vraiment très très gros. Et puis surtout, j'avais une idée du logiciel comme un logiciel cher, onéreux. J'avais budgété aux alentours de 80 000 à 100 000 euros, ce qui pour nous était colossal. Mais j'avais cette idée. Et on a trouvé vraiment un peu par hasard, on a trouvé un petit ERP open source. Donc on ne paye pas d'abonnement, on n'est pas pieds et poings liés avec un prestataire. Alors pour nous, dans notre cas, il s'appelle Dolibar. Mais je pense qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-ci, mais effectivement, il faut chercher. Je n'ai pas trouvé ça facile. Voilà. Mais Dolibar fonctionne très bien. Donc là, on a mis Dolibar en place en 2016. Donc on a donc une proposition commerciale que l'on saisit. On n'a plus qu'un bouton pour la transformer en ordre de fabrication. On peut apporter des modifications assez facilement. Derrière, on n'avait pas encore l'ordonnancement. L'ordonnancement est arrivé deux ans après. Mais on transformait déjà avec le bon de livraison, on n'avait pas besoin de recopier non plus, et la facture, pareil, se fait directement. On a rentré toutes les adresses de nos clients, donc la facturation se fait en à peine 1 heure, en fin de mois, on a 1 heure de facturation, on appuie sur un bouton, on a toutes les adresses mail vers lesquelles les factures doivent se diriger, et les factures partent par mail. Il a fallu aussi convaincre nos clients de recevoir des factures par mail. On a maintenant presque réussi, mais il reste encore qui aiment bien le papier. Et 2 ans après, donc là on vient de le mettre en 2018, on a intégré les ateliers, donc on a câblé les ateliers. Alors là il fallait pareil, il fallait un réseau, il fallait qu'on soit câblé. Donc la métropole du Grand Nancy a été câblée tout récemment, il y a 4-5 ans, pas plus. Sans ça, on n'aurait pas pu non plus avoir ce moyen de communication. On a câblé tous nos ateliers avec des écrans. Donc maintenant, les opérateurs ont directement la planification sur leurs écrans et ils ont les fichiers joints, les documents techniques en direct. On n'a plus besoin d'amener du papier dans l'atelier. Donc ça, c'est toute la partie, ce qu'on peut appeler digitalisation, numérisation. C'est vrai que c'est des mots qui font un peu peur, c'est un peu généraliste. Au niveau de l'entreprise, nous, c'est plus pragmatique. C'est comment enlever le papier. Et comment aller plus vite dans la communication et avoir une communication fiable, c'est-à-dire qu'un document qui est véhiculé, il est le même pour tout le monde. À partir de là, on a aussi les gens qui intégraient chez nous, on a vu que quand ils nous ont fait les formations, on voyait comment ils fonctionnaient et ils travaillent avec des outils, alors tout l'environnement, et ils travaillent Google, donc Google Agenda, Google Mail, le Drive, pour nous qu'est-ce que c'était le Drive, Drive partagé. Donc, on leur a demandé finalement de nous intégrer du Google aussi. Donc, tout l'environnement, maintenant, on travaille avec Google, avec des documents partagés. Donc, notre serveur, maintenant, avant, on avait un serveur au sein de l'entreprise. Maintenant, on n'en a plus besoin. Nous, on n'a pas de données vraiment sensibles. Donc, tout est hébergé chez nous, c'est chez OVH, sur la partie production et sur la partie environnement Google. Donc, tous nos documents techniques sont sur notre Drive. Donc là, à tout moment, on peut travailler même maintenant à distance, ce qui nous paraissait complètement impossible il y a 5-6 ans. On peut travailler à distance. Donc là, pareil, l'environnement, c'est une forme de numérisation et digitalisation. Et puis on a été un peu plus loin dernièrement, on a refait nos sites internet, on a 2 sites internet, parce qu'il y a Prolor, effectivement c'est un peu la maison mère, et de l'autre côté on a développé un petit site internet plus pour le particulier qui s'appelle Decostyle. Et là, on a créé des sites internet alors qui sont visuels, certes, mais qui sont aussi proactifs. C'est-à-dire qu'on s'en sert aussi pour communiquer à l'extérieur. On a des gens des web marketeurs qui s'occupent derrière d'envoyer de la publicité. Et sur le site internet, on peut faire des demandes de devis directement. Donc maintenant, on reçoit régulièrement une dizaine de demandes de prix par jour via le site internet, sur des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on a ciblés comme étant des prospects éventuels. Donc là aussi, c'est une manière d'avoir numérisé. Je n'ai pas forcément tout le temps un commercial sur la route ou 2. Là, au moins, déjà, on cible déjà notre clientèle avant d'aller les voir. Ça, c'est pareil, c'est assez récent. Donc là, on a lancé ça. Donc ça, c'est plutôt la communication, on va dire, la digitalisation externe par rapport à la production, c'est plutôt une digitalisation interne.
Voilà ce que je peux dire, voilà ce qu'on a pu faire nous au sein de la société Prolor. Je peux parler peut-être un peu des réticences qu'on a pu avoir, à ma grande surprise. Je pensais avoir autour de moi la partie direction. Je pensais que c'était eux qui seraient les parties moteurs. Je souhaitais que ce soit eux qui soient les parties moteurs. Et finalement, on s'est retrouvé. Et je pensais qu'à l'atelier, on aurait du mal. Les gens, même une souris, un clavier, j'ai pas tout le temps. Je pensais qu'ils auraient des difficultés. Et à ma grande surprise, à l'atelier, on m'a dit tout de suite mais pourquoi on ne l'a pas mis en place avant? Alors qu'au sein des bureaux, j'ai eu une ou deux personnes. Alors, je ne vais pas parler d'âge parce que je n'ai pas envie de dire que les anciens, c'est ceux qui s'y mettront le moins bien. Mais j'ai eu des personnes qui ont été très réticentes. Et puis, bon, ils ne me le disaient pas, mais je pense qu'ils pensaient mais qu'est-ce qu'il vient nous enquiquiner avec son nouvel outil? Ça marche très bien avec nos papiers. Ça a toujours marché comme ça, je ne vois pas pourquoi on changerait. Donc ça a été, et j'ai perdu une personne, un bras droit, qui était directeur de production, et qui est parti, parce qu'il s'est un peu affolé, il ne maîtrisait pas bien l'outil informatique, on lui remplaçait tous ses travaux par l'outil, donc il se disait mais qu'est-ce que je vais faire? Au contraire, ce qu'on voulait qu'il fasse, c'est autre chose, justement, libérer du temps. Et il n'a pas bien compris, et finalement je l'ai perdu. Donc, et tout au contraire, à l'atelier, ça s'est très bien passé. Au contraire, tous les gens maintenant ne reviendraient pas en arrière. Voilà un petit peu pour mon témoignage. Bien, merci Monsieur Guibert pour cette intervention. J'aurais quelques petites questions à vous poser. Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur Guibert qui pourrait répondre, ou peut-être Adista ou Monsieur Burneau. Quel est le retour sur investissement que vous avez eu, vous? Alors pour l'instant, il est encore difficilement mesurable, mais on gagne en organisation, et en communication. Alors sur la partie commerciale, on peut dire on évite d'avoir une personne sur la route en train de tourner, d'aller toquer aux portes un peu bêtement. Au niveau de l'atelier, ça nous permet surtout, en termes d'image, on a gagné beaucoup en termes d'image, que ce soit au niveau des sites internet et aussi de notre organisation qu'on présente à nos clients. On peut communiquer avec nos clients certaines données. On a tout le retour statistique, puisque nous, en direct, dès qu'on saisit des commandes, on a des sommes. On sait en direct où on en est dans le mois en termes de chiffre d'affaires rentré, chiffre d'affaires facturé. Pareil, les commandes fournisseurs passées. On a nos stocks qui sont tous, aussi tous les stocks sont informatisés. Donc, on a gagné vraiment en organisation et je pense qu'il y a certains clients qu'on a glanés dernièrement qui ne seraient pas venus chez nous si on n'avait pas ce système d'information. En tout cas, quand on vient chez nous, maintenant, c'est vrai que ça fait organiser, ça fait sérieux. Donc, certains clients regardent cet aspect avant de venir travailler avec nous. En termes de productivité, on avait certaines personnes, on intégrait 1200 commandes papier. Il faut imaginer 1200 commandes à intégrer et à imprimer tous les documents. Donc on gagne forcément, en nombre de salariés tout simplement. Et ce temps libéré, on peut le passer à faire autre chose. Ok, merci pour cette information. En termes de formation des équipes, pour intégrer l'outil en production, comment ça s'est passé? On a eu environ deux journées de formation avec les personnes qui ont fait l'intégration du logiciel. Mais après, c'est beaucoup on teste. C'est nous, en utilisant le logiciel, il faut l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, mais c'est en l'utilisant qu'on s'aperçoit de certaines erreurs et on avance tout doucement. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. Pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est compliqué. C'est plus compliqué pour certains, c'est plus facile pour d'autres. Là, dernièrement, on a recruté des personnes qui ont 30 ans. On n'a quasiment pas fait de formation. Et finalement, ils se sont adaptés très très rapidement. C'est un outil intuitif par rapport à SAP qui l'est peut-être un peu moins. On a des gros logiciels qui le sont un peu moins. C'est très intuitif. Mais là, les dernières personnes un peu plus jeunes ont l'habitude de manier un écran d'ordinateur. Ils vont fouiller facilement sans avoir peur. Ils n'ont pas cette réticence. Et c'est vrai que ça va assez vite. Mais c'est beaucoup, on apprend par nous-mêmes. Il faut vraiment utiliser l'outil comme beaucoup d'outils informatiques. Donc, pour l'intégration des nouveaux, c'est plutôt favorable. Ah, tout à fait. En termes d'image, effectivement, ce que je disais, c'est vrai que c'est plus plaisant pour des, entre guillemets, des jeunes. Je relativise toujours par rapport à moi. J'ai toujours l'impression d'être jeune, donc c'est pour ça, mais des gens beaucoup plus jeunes que moi, en tout cas.
effectivement, c'est plus plaisant d'arriver dans une entreprise où je vais gérer une production, où je vais gérer des documents, je vais gérer des clients, des fournisseurs et des informations via l'outil informatique, via Internet, que si je n'avais que des documents écrits, que du papier. Certains, pour les jeunes, ils voient certaines formes de modernité dans l'entreprise, et c'est vrai que ça a tendance à les séduire, hein. C'est sûr. Une dernière question, est-ce que ça a favorisé l'intégration de la société d'Ecostil ou le développement de la société d'Ecostil? C'est certain, ça nous donnait des idées. L'idée, c'était de développer la partie particulier, donc la clientèle de particuliers, puisqu'on a une clientèle essentiellement industrielle, voire petits métalliers, mais bon, déjà des entreprises, des sociétés. Et on voulait développer la partie particulier ça peut être une grosse part de notre clientèle si on le développe. Et on a souhaité l'isoler des Prolor, parce que ça s'aborde différemment. Donc on a fait de la même manière qu'avec Prolor, on a créé un site internet pour montrer ce que l'on peut faire pour les particuliers. Et de communiquer de manière différente par rapport à Prolor, où on parle à des industriels. Là, on parle à des particuliers. Donc on a souhaité avoir un site internet qui soit différent. Et la communication internet est différente aussi. On ne cible pas les mêmes... on ne cible pas les mêmes personnes. Mais oui, c'est parce qu'on a maintenant l'habitude de digitaliser, on est un petit peu plus à l'aise, on est un peu plus agile. Donc il y a beaucoup d'idées qui nous arrivent, ce qui n'aurait jamais été le cas il y a encore 5 ans. Ok. On a juste vu le site d'Ecostil s'afficher un petit peu à l'écran. On va laisser la parole à Fabien Costet en tant que représentant de la société Adista, et puis après j'aurai quelques questions pour l'ensemble des intervenants. Fabien, c'est à toi. Merci Bruno. Merci aussi pour l'exemple là qui vous avez parlé, société Prolor, là, du problème numéro 1 qui est le changement. C'est pas facile d'engager la digitalisation et ce fameux changement de façon de travailler. Je crois que JC en a parlé aussi. Là, on vit une période où justement ce changement-là, il est imposé ou presque pour une grande partie de nos collaborateurs. C'est-à-dire, on est obligé aujourd'hui d'utiliser des outils que hier on n'avait pas trop envie d'utiliser. Mais là, on n'a pas le choix. On est confronté à un problème de distanciation et donc on est obligé d'utiliser des outils. Moi, je voulais revenir avec la société Adista dans laquelle je suis au service marketing. Aujourd'hui, nous, on est bien évidemment confronté beaucoup à des demandes de nos clients. Aujourd'hui, j'ai une stat que j'ai vue dans les Échos, une stat qui expliquait que... Alors, j'essaye de partager mon écran, on me l'a volé. Je recommence. Là, je vais le faire moi-même. Ouf. Voilà, je regardais dans les Échos ce matin, les entreprises que l'on questionnait, on leur demandait est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à digitaliser votre entreprise? À 36%, elles répondaient que non. Ce qui est quand même assez important. Et pourquoi? En fait, elles expliquaient que le premier des soucis, c'était de se dire je vais m'engager dans un projet trop lourd pour moi et trop long à développer. Voilà, ça c'est la première chose qui ressortait. Et donc, et nous on répond, et JC a répondu avec son quick win, ou bien nous, à Nancy Numérique, quand on vous a expliqué que nous-mêmes, de notre côté, quand on a souhaité commencer par quelque chose, par digitaliser les compétences des membres et les mettre en avant pour les futurs utilisateurs de ces compétences, on s'est dit on va faire quelque chose de léger. Et c'est super important en fait. Dans le numérique, quand on commence à digitaliser, d'ailleurs je pense que vous l'avez expliqué aussi avec Prolor, vous avez commencé par quelque chose, vous n'êtes pas lancé dans l'usine à gaz complète, il faut rédiger, on fait un quick win et on y va. Et on avance petit à petit. Ça nous paraît fondamental, c'est ce que l'on fait nous avec une majorité de nos clients. Là, ce que je voulais faire moi aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu quelles étaient les demandes de nos clients, les tendances, on va dire, des clients actuellement dans une situation un peu compliquée où ils ont besoin de numérique, de digital. Donc, je vous donnerai un exemple juste derrière d'une entreprise qui s'est digitalisée au bon moment et qui a, vous posiez la question tout à l'heure Bruno, c'est quel a été le retour sur investissement? Pour cette entreprise,
Dans l'exemple que je vais vous donner, ils ont gagné 20% de part de marché sur le territoire français en 2 mois. Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi. C'est une société qui est dans le bois, qui n'était pas forcément utilisatrice de numérique. Elle n'avait pas forcément besoin, elle vendait des produits très simples en bois. Et vous verrez pourquoi ils ont, comme l'a expliqué JC, c'est parce qu'ils ont mis à disposition de l'information à leurs utilisateurs qui étaient des artisans, et que ces artisans-là, ils ont pu venir chercher les produits dont ils avaient besoin, alors que les autres, ils ne pouvaient pas puisque le magasin était fermé. Bref, je vous donnerai l'exemple ensuite. Chez Adista, nous, on a 4 grandes tendances aujourd'hui dans le numérique, c'est qu'on nous demande de la fibre et du VPN, donc de la sécurisation et de la vitesse et du volume. On nous demande beaucoup d'accompagnement sur le télétravail, accéder à mes données, travailler efficacement en toute sécurité. On nous parle de cloud, donc on fait de la digitalisation, du coup on nous demande de mettre des informations disponibles sur le cloud, donc du système d'information disponible pour mes salariés et pour mes clients à distance. Et puis on en a parlé un petit peu, JC en a parlé, évidemment de cybersécurité, parce que quand on met beaucoup d'informations à disposition des gens, il y a plein d'autres gens qui aimeraient bien aller piquer ces informations. C'est logique. Donc nous, on nous demande plus de débit et plus sûr. Ça, c'est les grosses demandes aujourd'hui des clients Adista, par exemple, sur tout le territoire français. Donc de la fibre, de la 4G pour pouvoir travailler à distance. Du VPN pour sécuriser ces données-là. Parce qu'on a eu peut-être tendance au début du confinement de mettre à disposition des informations aux salariés qui n'étaient pas sécurisées. Et donc, c'est un peu du pain béni pour les méchants qui veulent récupérer des données. Et du SD-WAN, on nous en a demandé. Ça, c'est de l'intelligence des réseaux pour ne pas forcément augmenter le débit, et surtout pour le réguler. Ça permet au DSI de dire, tiens, je vais mettre plus de puissance là sur les besoins de tel et tel collaborateur sur ces outils-là. Et là, je vais baisser les besoins ici pour que mon ensemble fonctionne bien. Bon, je ne rentre pas dans le détail. On nous a demandé beaucoup de cloud de confiance. Donc, on parlait de systèmes d'information. On est obligé de les ouvrir un peu à nos clients quand on fait de la digitalisation. On est obligé de les ouvrir à nos collaborateurs quand ils sont en télétravail. Ça, c'est une nécessité, mais bien sûr, il faut sécuriser. Il faut que ce soit plus rapide aussi. Et il faut en plus que ce soit moins cher. Donc, c'est pour ça qu'on va sur le cloud, parce que logiquement, ça coûte moins cher de faire fonctionner une machine dans un data center que d'acheter une grosse machine et de la mettre dans son entrepôt. Parce que c'est plus compliqué. Là, on nous a demandé aussi beaucoup de choses chez Adista, d'accompagner les clients et les collaborateurs de nos clients pour des conditions de télétravail efficaces. Ce qu'on fait là en ce moment, tout le monde le fait en ce moment, c'est-à-dire avoir des outils pour collaborer, pour faire de la visioconférence, pour se partager des documents. Voilà, donc il faut des bonnes conditions et surtout des tuyaux qui sont sécurisés. Et puis, c'est de permettre cette relation humaine entre des gens qui sont maintenant plus dans le même bureau, mais à distance. Alors, c'est vrai que le deuxième confinement est un peu moins dans cette condition-là, mais ça peut peut-être être une nécessité. On travaille beaucoup chez Adista avec le secteur santé. On a à peu près 1000 clients sur 7000 qui sont dans le domaine de la santé. Donc, on nous a effectivement beaucoup sollicité à chaque fois qu'on était dans une augmentation, on va dire, du Covid-19, des conséquences du Covid. Et donc, pour Adista, c'est un accompagnement surtout sur l'accès à l'information et sa sécurisation, puisque c'est des données clients, des données de santé. En cybersécurité, on nous a beaucoup aussi demandé de protéger les périphériques, de protéger les terminaux finaux, etc. Donc, de la même manière, quand on conçoit des outils, il faut penser sécurité parce que on met à disposition, comme l'avait dit Jean-Christophe, beaucoup d'informations vers l'extérieur. On a pas mal travaillé aussi sur l'humain pur, dont on parlait, qui était de dire, en cybersécurité, il faut surtout informer ses collaborateurs qu'il faut faire attention, il faut verrouiller son PC, il faut accompagner la personne qui va visiter son entreprise, il ne faut pas la laisser se balader dans les couloirs, il faut faire attention avec ses mots de passe, pas toujours utiliser le même. Voilà. Ça, c'est des campagnes que nous, on a faites dans notre entreprise pour sensibiliser le personnel, et c'est le problème numéro 1 de la cybersécurité, c'est de faire déjà attention entre son bureau et ses locaux et son ordinateur. Voilà, donc je voulais vous parler d'un exemple qui va s'afficher bientôt. Alors c'est vrai qu'il y a des fois un débit un peu difficile, c'est la société SM Bois. Donc ça, c'est une entreprise qui est cliente chez Adista, donc qui vend du bois
donc c'est des produits semi-finis et qui s'adressent principalement sur le territoire ou sur une partie du territoire. En tout cas, au départ, c'était sur son territoire, donc autour de Paris, de fournir ce matériel pour des artisans. Et à peu près 4-5 mois avant le premier confinement, ils ont décidé de faire un outil de vente en ligne où ils ont mis donc à disposition de ces artisans-là toute leur gamme de produits pour qu'ils puissent les visualiser, en trouver les caractéristiques, donc un petit peu comme vous l'aviez expliqué dans l'exemple précédent. Et ils ont mis ça en ligne, coup de chance, au mois de février. Et donc au mois de mars, quand on a dû fermer toutes les entreprises, cette entreprise-là avait cet outil en ligne. Et donc tous les artisans qui cherchaient des solutions pour continuer à bosser dans leur atelier, ils sont allés sur le site e-commerce de SM Bois. Et SM Bois a gagné donc 10-15% de part de marché parce que les gens pouvaient commander en ligne et recevoir ou se faire livrer la matière première, entre guillemets, ou le produit semi-fini dans leur entreprise pour pouvoir continuer à bosser. Ces ateliers, enfin ces artisans-là ont pu continuer à travailler. Donc pour eux, c'est un gain immédiat et là, ils continuent à gagner de la part de marché et forcément à améliorer leur outil. Voilà un exemple de digitalisation qui a permis à une entreprise aujourd'hui de se différencier. Alors là, c'était une nécessité, mais c'est vrai que là, à partir de quand doit-on se digitaliser? Le mieux, c'est de faire ce qu'explique JC, à mon humble avis, c'est de rencontrer des spécialistes de l'ancien numérique comme JC pour comprendre et transformer un besoin qui est très simple parfois en outil numérique. Donc voilà, je peux peut-être répondre à des questions. Alors tout à l'heure, il y avait une question en ligne. Je vais y répondre tout de suite parce qu'on a montré un outil qui permet de visualiser très facilement et très rapidement les compétences des membres de Nancy Numérique et donc d'aller faire un petit peu son petit marché pour contacter peut-être des personnes. Alors cet outil, on va le mettre en ligne dans les 15 jours qui viennent. On attend un tout petit peu parce qu'on va les compléter avec des compétences qui n'étaient pas présentes dans cette cartographie. JC nous y aidera. Mais on va donc le mettre à disposition effectivement des entreprises, on va dire dites traditionnelles de la métropole du Grand Nancy pour qu'elles puissent effectivement rencontrer des professionnels et aller assez vite pour digitaliser certains pans de leur activité. Fabien, pour rester sur le thème de cet écosystème, est-ce que vous avez fait un travail particulier sur le référencement Internet? Alors oui, bien sûr, c'est des savoir-faire, c'est des savoir-faire que une dizaine de membres sur les 104 savent faire, c'est-à-dire bien référencer, être visible. Aujourd'hui, nous on l'a pas fait sur cet outil parce que c'est un outil qui est aujourd'hui un POC, c'est pas encore l'outil définitif. Donc pour le rendre visible, effectivement, il faut faire ce qu'on appelle du SEO de notre métier, c'est-à-dire faire du référencement. Ou gratuit ou payant si on veut se faire encore plus voir sur Google. Vous parliez de Google tout à l'heure. Il faut donner des sous à Google pour qu'il soit bien visible. Donc oui, il faut là il y a un savoir-faire certain en utilisant les réseaux sociaux pour être visible et pour que cet outil soit diffusé le plus vite possible aux gens qui en ont besoin. C'est ce que vous avez fait pour SM Bois? Alors pour SM Bois, oui. Eux, si vous voulez, ils ont déjà contacté tous leurs clients et vous savez, quand vous avez les artisans qui ont vu tout de suite que un de leurs fournisseurs comme SM Bois, malgré l'obligation de ne plus pouvoir se déplacer et aller les rencontrer, dès que ça s'est su que eux pouvaient quand même livrer des produits, ça s'est su très vite en fait, parce que c'était le seul du marché à pouvoir le faire. Donc ça s'est fait un petit peu tout seul, entre guillemets, du bouche à oreille entre les artisans, mais on les a effectivement aidés à faire un peu de communication via les réseaux sociaux, comme LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels, et puis Facebook, parce que les artisans ne sont plus encore sur Facebook que sur des réseaux comme LinkedIn. Donc on l'a fait, mais c'est pas ça qui a développé le plus vite l'engouement, c'est le bouche à oreille qui a été très rapide. En à peu près 10 jours, il y avait des collègues de certains artisans qui sont venus voir, tout simplement. Et vous, Monsieur Guibert, vous avez fait du référencement sur Internet pour la société Eurostyle?
Alors, pas que pour Decostil, hein, pour Eprolor aussi. C'est nouveau pour nous, hein, c'est investir, on met un petit peu d'argent pour effectivement faire ce qu'on appelle des termes que je n'aimais pas avant, d'inbound marketing. On va cibler vraiment des prospects sur une zone de chalandise. Donc oui, effectivement, on investit, c'est un investissement pour aller chercher des nouveaux clients, des clients qui ne connaissent pas et des clients que nous ne connaissons pas. Donc effectivement, oui, on a investi dans le référencement, pas que le référencement. Surtout, on va chercher les clients. On est proactif. Aujourd'hui, il y a un concurrent qui s'appelle LinkedIn, un concurrent à Google directement. LinkedIn qui avait été racheté par Microsoft, qui permet d'aller cibler et de faire la même chose qu'avec Google, d'aller envoyer de l'information aux personnes que l'on souhaite. Hein. Et ça s'achète et donc c'est effectivement du référencement direct. On va dans la boîte aux lettres directement des gens. Ce dont parlait l'intervenant précédent. Bien, merci. Je voudrais conclure. Alors, la dernière question, alors je ne sais pas qui l'a posée, puisque ça concerne les trois intervenants, c'est est-ce que le management de projet est-il la clé de la réussite? Qui veut parler en premier là, je peux parler si vous souhaitez. Allez-y. C'est pas la clé, mais c'est une des clés, effectivement. Il faut vraiment pas négliger. On pense que tout le monde va nous suivre, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut vraiment faire participer tout le monde et voir quelle personne pourrait être un frein et tout de suite l'aider, parce que généralement ceux qui sont un frein, c'est parce qu'ils ont une réticence avec l'outil informatique en général. Monsieur Burneau, peut-être? En fait, moi, je suis absolument ravi que M. Guibert fasse les réponses à ma place, parce que c'est du terrain, c'est du concret, et la réponse pour moi est évidemment oui, le management de projet est au cœur de votre transformation numérique, puisque votre transformation numérique, ça va être une suite de projets, ça va être une succession de projets. Donc, effectivement, il faut absolument emmener tout le monde dans ces projets, et effectivement, le management de projet est au cœur de votre transformation numérique. Et Fabien, pour terminer? Oui, alors forcément, je vais être d'accord avec les deux personnes précédentes. Si on ne met pas un projet en place avec un chef de projet et qu'on n'identifie pas bien les acteurs et ce qu'on va faire, c'est toujours compliqué parce que dans un site internet de e-commerce, dans un projet digital, donc un outil en ligne ou quoi que ce soit, on a un livrable au bout avec une date et l'entreprise, c'est des dates. Donc, si on ne met pas un suivi de projet avec des dates, des échéances, des acteurs, et puis savoir ce qu'on va livrer à la fin, c'est compliqué d'aboutir. Et en général, plus on le fait dans la digitalisation, comme le disait JC tout au début, ou même dans l'exemple de M. Guibert, on va successivement mettre 1, 2, 3, 4 étapes, et donc on fait 4 projets. On est bien sûr tous en phase, il faut passer par là, c'est sûr. Une petite question, j'ai encore une petite question, j'en avais une sur les compétences nécessaires pour un projet, pour être chef de projet dans la numérisation, mais j'en ai une qui est un peu plus complexe, c'est est-ce que le coût d'acquisition de la clientèle devient moins cher? C'est pour moi, M. Braquia. Allez-y. Alors là, c'est difficile à dire, hein, c'est difficile à calculer, hein, on ne l'a pas calculé, hein, mais je pense qu'il y a une facilité d'acquisition de la clientèle, oui, c'est certain. Et on va vers des clients sur lesquels on ne se sera pas du tout orienté. Il y a des gens qui nous contactent et on se dit mince, d'où ils sortent, ils sont à 50 km de chez nous, on ne les connaît pas. Donc on se fait connaître et c'est beaucoup. On acquiert une clientèle beaucoup plus facilement. Après, à savoir quel est le coût comparer les coûts d'acquisition, c'est plus compliqué. Je peux même pas comparer puisque c'est un client qu'on n'aurait peut-être jamais été voir. Donc on peut même pas parler, on peut pas comparer, c'est difficilement comparable. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais... C'est une réponse. Monsieur Burneau, peut-être? Éventuellement, oui, je peux compléter la réponse, mais c'est d'une façon plus générale sur la transformation numérique. C'est tout à fait valable pour le marketing digital. En fait, il est très difficile d'estimer le ROI de quelque chose, d'une part, qu'on n'imagine pas à l'avance, et d'autre part, dont on ne sait pas quels vont en être les résultats. La seule chose qu'on peut estimer, c'est ce que ça nous coûterait de ne pas le faire. C'est donc le minimum de l'économie qu'on n'a pas faite.
Et très exactement sur le coût d'acquisition, Monsieur Guibert, j'ai cru entendre, on a acquis des clients qu'on n'aurait pas eu sinon. Ben, ça coûte combien? Ça coûte combien de ne pas les acquérir? En fait, vous voyez le calcul, on ne peut pas le faire dans le vrai sens coût d'acquisition, coût par client, etc. Où on pourra le faire quand on aura beaucoup de données, quand on aura beaucoup d'expérience et qu'on divisera par 10 000 et non pas par 2. Mais il y a surtout cette capacité à acquérir des nouveaux clients, en l'occurrence, acquérir des nouvelles technologies, acquérir des nouveaux savoir-faire. Combien ça rapporte ça? Ça, on ne sait pas le dire. Merci pour conclure. Ouais, vas-y. Juste pour donner un petit exemple, mais si vous voulez, moi je suis dans un service marketing, donc le coût d'acquisition d'un nouveau client ou d'un prospect chez Adista, en gros, on organisait des événements et voilà, en gros, c'était entre 400 et 500 euros à une belle PME, si on est dans le cœur de métier d'Adista, par exemple. Aujourd'hui, quand vous faites, vous vous déplacez plus, vous ne faites plus d'événements de ce type-là. Donc, je pourrais dire que dans le monde d'aujourd'hui, le coût d'acquisition, pour ceux qui sont rapides, qui vont faire, c'est organiser un webinaire, c'est leur envoyer un petit cadeau, c'est faire du référencement payant, faire du LinkedIn. On a baissé ce prix, on a divisé par 2 ou 3 dans le numérique. Mais comme le disait JC, on ne sait pas trop parce que, par exemple, pour SM Bois, eux, le gros gain qu'ils ont eu, c'est qu'ils sont sortis de leur région et qu'ils ont des artisans qui sont venus les voir parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir les livrer. Mais ça, ils ne le savaient pas avant. Donc, en fait, le coût d'acquisition, il était ultra faible pour cet exemple-là. Pour d'autres, peut-être que si on prend le coût de leur outil pour cette année, il est peut-être moins important que pour l'année prochaine quand il sera amorti, parce qu'il aura quand même coûté des sous. Voilà. Donc voilà, bon, après on peut tergiverser là-dessus, mais logiquement dans le numérique, on peut imaginer que le coût d'acquisition est plus faible. Logiquement. On va bientôt conclure. Alors pour conclure, je voudrais vous présenter quelques dispositifs nationaux et régionaux qui ont été mis en place rapidement. Et sachez que nous sommes là à votre écoute pour vous aider à monter les dossiers. Donc aujourd'hui, il existe différents dispositifs de soutien à destination des entreprises. Je vais les énumérer assez rapidement. Il y a celui de la montée en gamme des entreprises. Vous aurez les adresses que je vous diffuserai après le webinaire par l'intermédiaire de mail. Vous avez aussi France Num qui a pour objectif d'accompagner la transformation numérique des entreprises. Vous avez les aides, le site des aides qui vous référence toutes les aides disponibles sur l'État français. Et ensuite, au niveau du Grand Est, vous avez, pareil, sur le site de la région Grand Est, les aides régionales et les appels à projets. Et enfin, sachez qu'il existe 2 programmes, Grand Est Compétitivité et le diagnostic performance industrielle qui peut vous accompagner sur la réflexion et la mise en place de ce type de projet. De toute façon, je reste à votre disposition pour vous apporter les informations nécessaires sur ces projets et ces financements. Ensuite, je voulais terminer par une bonne note. Il paraît que Nancy est la capitale French Tech East pour la métropole de Nancy et une labellisation et une reconnaissance de l'écosystème métropolitain est en cours. Voilà, à bientôt et au prochain webinaire qui a lieu la semaine prochaine sur l'export. Au revoir.